Bonjour et bienvenue à tous sur Innovga le Pod, le rendez-vous des entrepreneurs, des visionnaires et de ceux qui osent. Aujourd'hui, nous sommes avec Monsieur Gabriel Tougou, qui est économiste, auteur du livre « Les damnés de la rente, pourquoi le Gabon ne décolle pas ». Bonjour Monsieur Gabriel. Bonjour. Enchanté de vous recevoir sur notre podcast. Je vous découvre aujourd'hui en tant qu'auteur, auparavant en tant que directeur de la zone spéciale économique de Ngok. Qui est Gabriel Tougou pour les personnes qui ne le connaissent pas? Gabriel Tougou, c'est un économiste de formation, sorti de l'université Omar Bongo et de l'université de l'Illinois à Chicago, et qui est rentré dans son pays pour travailler et œuvrer pour son pays. Donc j'ai eu tour à tour eu des fonctions. Comme vous l'avez cité, en tant qu'administrateur général de la zone économique spéciale de Hong Kong, j'ai été directeur général de l'agence de promotion des investissements, conseiller du président de la République chargé des investissements. J'ai été aussi dans le secteur privé à l'époque. J'ai été directeur des engagements à Citibank, auditeur à PricewaterhouseCoopers et vice-président des sociétés Olam Palm et Olam Rubber Gabon. Wow, parcours impressionnant. Merci. Alors, vous avez débuté vos études universitaires où exactement? À l'UOB, à l'université Omar Bongo, au Gabon. Vous avez été... Et c'est là où vous avez eu votre master, c'est ça? J'ai eu la maîtrise. À l'époque, c'était la maîtrise. La maîtrise. Et je suis allé poursuivre un 3e cycle aux États-Unis, à Chicago, à l'université de l'Illinois, et où j'ai eu justement un master en économie. Quelle est la particularité de l'éducation à l'université de l'Illinois, aux États-Unis, on va dire? Le pragmatisme. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. C'est qu'à l'université Omar Bongo, dans les cours d'économie, il y a un cours particulier qui est très important, crucial, qui est l'histoire de la pensée économique. Et là où on vous parle des penseurs, donc Adam Smith, Ricardo, Keynes, tous les grands penseurs économiques qui ont forgé l'histoire de la pensée économique. Et c'est une exigence pour les profs que les étudiants comprennent bien et surtout retiennent bien l'histoire de ces penseurs. Cette pensée. Alors que quand j'arrive à Chicago, c'est différent. Il y a des profs qui connaissent même pas très bien l'histoire des penseurs, mais qui maîtrisent la théorie de ces penseurs. Et ça m'a choqué. J'ai vu le pragmatisme. Et ce qu'on apprend en classe, c'est ce qu'on vit tous les jours, au quotidien. Le professeur parle des réalités quotidiennes, des décisions qui ont été prises par les gouvernants, et on en discute en classe. Ça, c'est ce qui m'a marqué. D'accord. Qu'est-ce qui vous a motivé à sortir ce livre? Alors, quand je suis parti du Gabon pour les États-Unis, j'ai remarqué quelque chose. Là-bas, le système de bus, de transport de bus public, date plus de 200 ans. Les parcs d'attractions qui sont vieux de plus de 100 ans, mais qui tournent toujours aujourd'hui. Vous avez la maison où j'habitais, une maison qui avait été construite en 1932, mais qui était toujours en très bon état. Wow. Alors que dans le même temps, au Gabon, il y avait des choses similaires. Là où il y a la baie des Rois, on appelait ça la foire. La foire. Il y avait un parc d'attractions, il y Gabon avait Expo. les autotamponneuses. Avant, Gabon Expo, c'est récent. C'est récent. Ouais. Ah ouais. Là, je vous parle quand j'étais petit. Ah, c'est quelle des années 80? Fin des années 80, début des années 90. Et il y avait une grande roue, il y avait des toboggans, des autotamponneuses. Wow. Juste en face de Sainte-Marie, il y avait tout ça. Il y avait un système de bus. On prenait le bus pour aller à l'école, on monte dans le bus, on a un ticket, on met le ticket dans une boîte, on s'assoit à un siège précis. Et sur le bus, c'est bien écrit la direction, où est-ce que le bus va. Et les bus venaient à la gare routière. Et c'était à la gare routière où on faisait les échanges. Donc ceux qui vont du côté de Lycée-Mba, ceux qui vont ainsi de suite, ceux qui vont... Il y avait tout ce système-là. Wow. Et tout ça a disparu. Et je me suis demandé, mais pourquoi là-bas, dans un pays, ça reste, ça continue de produire. Et chez nous, ça s'est arrêté. Complètement, ça a changé. Et en analysant, en poussant un peu la réflexion, je me suis rendu compte que il y a une manière, le leadership est différent, en fait. Parce que tout ce que je viens de citer, à l'époque, il y avait un système éducatif
très performant. Les étrangers venaient apprendre au Gabon. Ouais. Oui, il y a des avec l'IAI, l'Institut africain d'informatique. À l'époque, à l'UOB même. Même à l'UOB il y avait aussi. des étrangers qui venaient apprendre. À la faculté de médecine et sciences de la santé, à l'époque, le Gabon était connu. Sur le plan du cinéma, par exemple, le Gabon était un pays très avancé. On avait des films qui sont aujourd'hui des films légendaires que d'autres pays ne pouvaient pas faire à cette époque-là. Le Gabon était toujours premier dans les... Tout ce qui est festival Au niveau de la santé, c'était pareil. Nos hôpitaux soignaient et les Gabonais, toutes les couches sociales, et même les étrangers. Mais tout ça s'est évaporé complètement. Et je me dis, mais pourquoi dans d'autres pays ça reste, pourquoi chez nous ça pas? Et plus encore, pourquoi les Américains sont fiers de vivre dans leur pays? Ils sont patriotes, ils sont contents, ils sont heureux de vivre dans leur pays. C'est pareil à Dubaï, vous allez à Dubaï, ils sont fiers de leur pays. Mais pourquoi ça a disparu chez nous, en fait? Et quand j'ai poussé la réflexion, je me suis rendu compte qu'il y a des fortes pesanteurs qui règnent encore. Il y a un appétit effréné pour le gain facile. C'est-à-dire que l'élite gouvernementale qui dirige le pays est enivrée par l'argent de la rente pétrolière. Et ça, c'est depuis la période de la colonisation jusqu'à aujourd'hui. Si vous remarquez bien, tout ce qui a été bâti entre 1960 et 1990, sur 30 ans, a été détruit en 10 ans, entre 1995 et 2005. Tout s'est effondré, les hôpitaux sont tombés, les hôpitaux sont devenus des mouroirs. Les hôtels. Les écoles sont complètement dégradées. Aujourd'hui, on va à l'école, mais on apprend... sur 9 mois, on apprend 4 mois. Entre les grèves. Entre les grèves, nos diplômes sont critiqués. On est fier d'avoir un diplôme, mais on n'a pas acquis grand-chose. Et souvent, quand on arrive dans un pays étranger, on vous demande de repasser un test. Repasser des tests, effectivement. Pour validation les Gabonais vont apprendre même à l'étranger, dans des pays qui ont les mêmes caractéristiques de sous-développement que le Gabon, qui sont même naturellement plus pauvres que le Gabon. Donc on se demande, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est parce que l'élite gouvernementale s'est complètement enivrée dans l'argent de la rente. Et cet appétit effréné est nourri par, justement, la rente pétrolière. C'est de l'argent facile. La rente, c'est de l'argent qu'on gagne facilement. Personne n'a travaillé pour qu'il y ait du pétrole au Gabon, qu'il y ait du manganèse, du fer, de l'or, du bois, des 800 km de côte pleine de poissons. Personne n'a travaillé pour ça. Mais c'est un don de Dieu. Et du coup, on s'est concentré à consommer cette rente qui provient de l'extraction des matières premières. Donc on extrait, on vend brut à l'étranger et on gagne de l'argent, c'est ce qu'on appelle la rente. Et donc c'est de l'argent facile, c'est de l'argent qu'on gagne sans travailler. Contrairement à une économie productive, là où on travaille au quotidien, on se déchire, on se donne à fond pour gagner de l'argent. Malheureusement, au Gabon, l'élite gouvernementale, donc le leadership, s'est enfermé dans ce cercle vicieux de la rente. Et donc, ça a créé complètement un système à deux courants, où on a un petit groupe qui se partage la rente et le reste de la population qui se contente, on va dire, des miettes. Le taux de pauvreté au Gabon, par exemple, est à 40%, selon les chiffres des organismes internationaux. 40%, ça veut dire 1 million de Gabonais, parce que la population gabonaise est 2,3 millions habitants. 40%, ça fait l'équivalent de 1 million. Donc 1 million de Gabonais vivent avec moins de 1 500 francs par jour. Le taux de chômage est à 40%. Wow. Et dans ces 40%, 60% concernent des jeunes qui ont moins de 35 ans. Le pays est hyper endetté. Aujourd'hui, l'endettement est devenu le nouveau mécanisme de fonctionnement de l'économie gabonaise. C'est-à-dire que lorsque l'argent de la rente diminue, pourquoi ça diminue? Parce que le prix du baril du pétrole a chuté, donc les recettes de l'État ont chuté. Et pour compenser cette baisse, parce qu'il faut entretenir un train de vie dispendieux de l'administration, et donc on s'endette. On s'endette pour gérer un train de vie et non pour financer la croissance économique. Mais pourquoi ce système persiste, selon vous? Ce système persiste parce que c'est une mentalité.
c'est le choix de la facilité, le choix de gagner de l'argent facilement au lieu de se concentrer sur la production, la productivité et développer le pays. Et donc, je me suis dit, il faut que j'en parle pour que les gens prennent conscience de cette réalité, parce qu'aujourd'hui, le système est tel que le système fonctionne de telle sorte que ceux qui sont pro-rentiers, c'est-à-dire ceux qui veulent vivre ce modèle, se retrouvent dans un petit groupe et le reste vit dans la mendicité totale. Aujourd'hui, on mendie pour avoir un job. On fait on est mendiant. Même pour avoir un stage. Pour un stage, pour un poste dans l'administration, c'est quasiment la mendicité. Même pour le service public, vous voulez faire régulariser un papier, c'est devenu quasiment la mendicité. Et ceux qui s'érigent contre cette façon de faire sont donc jetés comme des parias, sont mis à l'écart complètement, et une autre partie décide de se taire, de faire fi de la réalité, de nier complètement la réalité pour pouvoir conserver leurs petits privilèges. Et donc je me suis dit, moi, je m'engage pour lutter contre cette malédiction. Et donc, quelle est la cible que vous avez, que vous voulez toucher à travers cet ouvrage? Ils ont deux principales cibles. D'abord, les gouvernants, ceux qui ont la charge de diriger le Gabon vers un certain idéal, qui devrait être l'idéal du peuple, et pour la population de manière générale, pour édifier les gens, pour savoir comment fonctionne notre pays, quels sont les problèmes que nous avons et comment ils peuvent aborder ces problèmes. Et c'est un peu dans ce sens que j'ai fait ce livre. D'accord. Dans le livre, vous évoquez la nécessité d'une transformation économique. Quel rôle vous donnez donc à l'entrepreneuriat dans cette transformation? Le rôle de l'entrepreneuriat est crucial parce que c'est l'entreprise qui crée la richesse. Ce n'est pas l'État. L'État organise l'environnement, met le contexte, met le dispositif en place pour que l'entreprise puisse croître, se développer, créer la richesse. Cette richesse qui est donc partagée de manière, normalement, de manière équitable. Voilà. Donc, le rôle de l'entreprise est essentiel. Ce sont les entreprises qui emploient. Aujourd'hui, l'administration gabonaise a à peu près 110 000 employés. C'est le plus gros employeur du pays. Alors que ça ne devait pas donc, être comme ça. Mais tout le monde ne peut pas travailler dans l'administration. La preuve, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On embauche même plus dans l'armée maintenant. Mais l'armée ne peut pas prendre tout le monde. Et puis, il y a des critères de sélection pour entrer dans l'armée. Effectivement. Donc, il faut créer des entreprises. Il faut développer les secteurs hors extractifs, donc les secteurs hors pétrole, l'agriculture, le tourisme, les services. Tous ces différents secteurs doivent être développés. Mais ça représente du potentiel de croissance pour les entreprises. Imaginez, rien que dans l'agriculture, le nombre d'entreprises qu'on peut avoir. Ouais. Des éleveurs, des médecins, ceux qui soignent les animaux. Les animaux, effectivement, vétérinaires. Les produits dérivés de l'agriculture, la transformation. Il y a énormément de secteurs qui peuvent être développés dans l'agriculture. Dans le tourisme, c'est pareil. Des tours opérateurs, des sociétés qui peuvent se créer en ligne pour mettre en contact des touristes avec les sites, et ainsi de suite. Il y a énormément de potentiel. Tous ces secteurs, quand on regarde l'économie gabonaise, n'apportent à peu près rien à la croissance économique. L'agriculture a du mal à atteindre 5% du PIB. Le tourisme, c'est pareil. Et ça dure depuis longtemps. Et selon vous, quels sont les freins qui empêchent aux entrepreneurs de pouvoir éclore? Les entrepreneurs sont confrontés à un écosystème qui n'est pas favorable à l'investissement. Moi, je prends par exemple, soyons dans l'actualité. Aujourd'hui, vous voulez monter un business, disons, pour faire des glaces. Il y a les coupures 4 fois par jour. Vous ne pouvez pas faire des glaces. Comment vous allez faire? Vous voulez faire du transport, par exemple, dans une zone interurbaine ou bien un peu rurale. Il n'y a pas de route. On a 10 000 km de route, 7 500 ne sont pas praticables. Il n'y a pas de route au Gabon. Il y a un gros déficit infrastructurel qui fait qu'il est tellement difficile pour les entrepreneurs de lancer une affaire.
Et là, on parle des infrastructures. Mais à côté des infrastructures, il y a les financements. Les financements. Il faut des financements. Il faut accompagner financièrement des opérateurs économiques. Et même quand il s'agit des marchés publics, la part qui est réservée aux PME, c'est à peu près un marché de 150 millions. Mais 150 millions dans un pays où, par exemple, le kilomètre de goudron coûte 1 milliard. Et ce qui est même étonnant, c'est que le kilomètre de pavé avoisine à peu près les 1 milliard. Wow. Donc, quand vous allez faire une entreprise de BTP et que vous avez droit à un marché de 150 millions, et sachant que dedans, on enlève les charges, on enlève. Est-ce que vous enlevez les charges donc, de personnel et les autres charges courantes, vous n'avez plus de marge. Wow. Donc, quel est l'intérêt de créer une entreprise dans ce secteur? Donc, l'avantage est beaucoup plus pour les grosses entreprises. Donc, il faut que l'État puisse élargir son champ d'action, mettre les moyens nécessaires, c'est-à-dire en termes d'infrastructures financières et former aussi les gens. Je pense que c'est au niveau de la formation. Parce que voilà, il faut former les gens. On ne se lève pas un matin et puis on décide de faire un projet. Il faut avoir une formation. Donc l'État doit investir davantage dans la formation. Or, le système éducatif s'est arrêté depuis 1990. C'est les grèves à répétition. Où est-ce qu'on trouve le bon grain? Le bon grain, oui. Voilà. Il faut former les gens. Donc ça, ce sont des défis auxquels font face les entrepreneurs. Et c'est des défis réels. Ah, je vois. Mais quand même, je me dis, au niveau de la formation, vous allez parler de la formation. Est-ce qu'il n'existe pas déjà des mécanismes mis en place pour accompagner, par exemple, les incubateurs? Il y en a déjà des incubateurs qui essaient d'accompagner les entrepreneurs dans leur processus de développement d'entreprise. Je pense qu'on a l'incubateur multisectoriel qui est au niveau d'AONG. On a quoi? On a l'ANPI qui fait aussi de la formation. Oui. Je pense que récemment, j'ai vu qu'ils ont axé maintenant leur mission sur la formation des entrepreneurs avant qu'ils ne viennent seulement venir à l'ANPI pour créer de la paperasse. Mais le développement de l'entreprise doit se faire dans un circuit complet. Si on forme, par exemple, un incubateur pour former un jeune entrepreneur, mais s'il n'a jamais de marché, à quel moment il va expérimenter ces enseignements, cette formation? Comment il va l'utiliser s'il n'y a pas de marché? Il est tellement difficile d'avoir des marchés. La taille qui est offerte aux PME, PMI est tellement restreinte. Donc, l'ANPI, par exemple, moi j'ai vécu ça, j'ai dirigé l'agence de promotion des investissements. Wow. Donc, il y a tout un pan qui est orienté vers la formation et l'accompagnement. On aide à faire un business plan. Wow. On aide à faire une étude de marché à l'entrepreneur. On l'aide même à avoir des contacts avec d'autres entrepreneurs, des fournisseurs ou des potentiels clients. Sauf que la dernière partie, c'est... Je vois, voilà. Je comprends maintenant. Et une fois on l'a formé dans tout ça, il faut que ça soit concret. Mais lorsqu'il va sur le terrain... Déjà, c'est la partie recherche de marché, c'est un autre monde déjà. C'est tout un autre monde. Donc, il faut que l'accompagnement, que la formation se fasse dans un circuit complet. Complet. Ah, d'accord. À ce niveau, donc, on va dire qu'au niveau de la formation, ça y est déjà. Maintenant, c'est... Mais le vrai problème, donc, c'est le financement. Pas seulement le financement, mais l'acquisition des marchés. L'accès au marché. L'accès au marché. Donc, il y a la formation. Moi, j'aimerais dire la formation et l'accompagnement. Parce que nous sommes dans un contexte où beaucoup d'entrepreneurs ne connaissent pas vraiment les réalités. Donc, il faut les accompagner. Et la lourdeur des procédures administratives fait que ça décourage beaucoup. Donc, si l'État accompagne les entrepreneurs, l'État doit mettre aussi des mécanismes pour faciliter donc les procédures administratives. Ça, c'est une chose. Mais il faut aussi répondre au problème du déficit infrastructurel. Parce que ça ralentit le business. Ça ralentit énormément le business. Et il faut un accompagnement financier. Mais un accompagnement financier bien suivi. Le fonds Okume, par exemple, je crois que c'est un fonds de 20 milliards. Ouais. Il faut une certaine transparence pour que les gens soient intéressés aussi aux choses. Ça aussi, ces 20 milliards, ils ont créé combien de PME? Ces PME sont dans quel secteur? On n'a pas accès à ces informations. Ça a créé combien d'emplois? Il n'y a pas d'informations dans ce sens-là. Donc, les gens, ils parlent du fonds Okume, mais ça s'arrête au fonds Okume. Mais on ne sait pas ce qu'il y a dans la boîte. Ça, c'est un problème. Donc, il faut un accompagnement réel et réellement prononcé de l'État pour pouvoir donc créer cette dynamique au niveau des PME.
Ok, d'accord. Alors, on est à la troisième partie de notre questionnaire. Nous allons pas vers un renouveau économique durable. Comment allier les efforts publics et privés pour sortir de la dépendance de la rente? Là, on revient sur votre livre. Je pense que dans votre livre, vous avez proposé des solutions concrètes pour sortir de ce système. C'est une question de vision. Qu'est-ce qu'on veut faire de notre pays sur les 10, 15, 20 prochaines années? C'est d'abord une question de vision. Et ensuite, il faut un leadership sérieux. Parce que moi, quand j'étais étudiant, j'étais à l'UOB, dans les années 95, 2000, on parlait déjà, avant même que j'arrive à l'université, on parlait déjà de la diversification de l'économie gabonaise. J'ai fait mon mémoire sur la diversification de l'économie gabonaise, mais je n'ai pas vécu ça. J'ai fini mes études à l'UOB, le Gabon n'était toujours pas diversifié. Je suis allé aux États-Unis, le Gabon, je regardais à la télé, le Gabon ne se diversifiait pas. Je suis revenu, le Gabon n'était toujours pas diversifié. Donc c'est un slogan en fait. Ça s'est résumé à un slogan au lieu de devenir une réelle politique de développement du pays. Donc il faut une volonté réelle. Est-ce que l'élite gouvernementale qui a la charge de la gestion du pays veut vraiment diversifier l'économie gabonaise? Le problème, c'est que lorsqu'on constate, lorsqu'on regarde les faits, lorsqu'on jette un regard sur la réalité, on se rend compte qu'elle est plutôt préoccupée à la conservation de la rente. Voilà pourquoi toute la politique au Gabon se résume à mettre en place un dispositif de collecte et de protection de la rente. Parce que c'est de l'argent facile, c'est rapide, on a tout de suite de l'argent et puis on pense bien vivre. Donc d'abord il faut une vision, il faut un réel leadership, il faut des gens qui veulent vraiment diversifier l'économie. Mais d'autres pays l'ont fait. Lorsque Dubaï, par exemple, s'est transformé, Dubaï a commencé, l'économie de Dubaï reposait sur les coquillages, les perles. Et ils ont un cric à Dubaï, c'est donc un endroit où l'eau rentre dans le continent, et donc ils ont développé un port. Et ils se sont dit qu'ils vont devenir un port stratégique pour la sous-région. Donc Arabie Saoudite, tout le Moyen-Orient. Et puis soudain, ils découvrent le pétrole. Wow. Et lorsqu'ils découvrent le pétrole, ils prennent la décision de ne pas tomber dans la malédiction des matières premières comme les autres pays sont tombés. Ils ont utilisé l'argent de la rente pour développer ce que Dubaï est devenu aujourd'hui, la plus grande plateforme commerciale au monde, le pays où il est plus facile de faire les affaires, l'Eldorado du Moyen-Orient. Donc c'est une question de volonté. Il y a aussi le Botswana, par exemple. Le Botswana, un pays africain. Quand on découvre les diamants au Botswana dans les années 60, c'est la même période, à la même date, on découvre le pétrole au Gabon. Donc, la richesse des deux pays évolue de la même manière, selon la même tendance. Sauf que l'indice de développement humain n'a pas évolué de la même manière. Dès que le Botswana a découvert la rente du diamant, elle a mis cet argent pour le développement humain. Donc, elle a construit des écoles. Au Botswana, il y a 16 élèves pour un enseignant. Au Gabon, c'est 200 élèves pour un enseignant. Et même elle investit dans la santé. Voilà. Le Botswana investit dans la santé, dans les routes, dans les infrastructures, dans l'énergie. Mais le Gabon c'est complètement dérouté. N'a pas mis l'argent dans le capital humain. Aucune formation. Voilà. On ne s'est pas investi dans l'homme. On s'est contenté d'utiliser cet argent pour planer. Et donc, du coup, aujourd'hui, le Gabon est à la 123e place sur 190 pays. Et le Botswana? Le Botswana est très haut. Wow. Parmi les pays les plus développés, où il fait mieux vivre en Afrique et dans le monde. Donc, c'est une question de volonté réelle. On dit que la transition économique suppose aussi une transformation de mentalité. Donc, comment inciter la population à adopter une culture de création de valeur, selon vous? Ça revient au même. La volonté de créer une économie diversifiée
va avec la formation des hommes. Parce que c'est l'homme qu'il faut mettre au centre, c'est pas la rente, c'est l'homme. L'homme, quand il est bien formé, il enseigne bien, il soigne bien, il conduit bien. Il développe plus de projets. Il développe tout son écosystème. Donc, pour ce faire, il faut investir davantage dans l'homme, donc dans l'éducation. Malheureusement, au Gabon, ce n'est pas le cas. On est classé parmi les pires élèves, les plus médiocres dans le domaine de l'éducation en Afrique. Et bien sûr, la corruption qui encourage donc le système de prédation de la rente doit être et constitue un véritable frein au développement et à la transformation du pays. Donc il faut lutter contre la corruption. Pour lutter contre la corruption, il faut mettre la justice en avant. Il faut une justice équitable qui est la même pour tous, qui rassure les gens, qui rassure les entrepreneurs, qui rassure les investisseurs. C'est avec une justice de ce type qu'on peut garantir un cadre de vie exceptionnel pour tout le monde. Ouais. Mais est-ce que le fait qu'il s'attache toujours à la rente, c'est pas le fait de se dire qu'elle sera toujours là et que il y aura toujours, par exemple, le pétrole. Mais c'est le danger, parce que le pétrole, pour ce qui est du pétrole, si on continue l'exploitation au rythme actuel, il reste à peine 50 ans pour le pétrole. Mais le Gabon est un pays riche. Le Gabon a du fer qu'on n'a même pas encore exploité de manière intensive. Le Gabon a 800 km de côte, c'est donc beaucoup de poissons. Le Gabon a du bois, plusieurs variétés de bois. Mais le Gabon a aussi une jeunesse dynamique et talentueuse. Donc il faut beaucoup plus se concentrer sur ça. Or, si on continue à mettre les yeux sur la rente des matières premières, la situation actuelle va continuer de se dégrader. La pauvreté va s'accroître. On va partir de 1 million à 1,2 million, voire 80% de la population, et ça deviendra intenable. Parce que ventre affamé n'a point d'oreille. Et donc, il faut avoir le courage de faire comme les autres pays, c'est-à-dire le courage d'utiliser, de se démarquer. C'est ce qui nous reste de la rente là pour investir dans... Voilà, de se démarquer de la gloutonnerie de la rente pour orienter cet argent vers un véritable développement. Alors, je pense qu'on a fait le tour. C'était très rapide, hein? Vraiment très rapide, parce que j'ai épuisé à peu près les questions et je me suis rendu compte qu'en réalité, c'est simple. Je pensais que le livre, le fait de vous recevoir aujourd'hui devait prendre une tournure un peu longue, parce que le livre, en fait, ce que vous avez dit, se résume directement dans le livre. Ce sont des conseils. Pourquoi est-ce qu'on est là? Où est-ce qu'on est censé aller si on arrive à mettre en application ces éléments qui sont précis dans le livre? Alors donc, on va conclure. Comment est-ce que vous voyez le Gabon dans 10 ans? La question du Gabon dans 10 ans, c'est une question pertinente parce que le Gabon est justement en train de traverser une période difficile. Nous sommes en transition. Et souvent, on parle de l'ère du verseau. Là où les choses se bougent et tout change. Voilà, là où les choses tournent. Ça s'inverse directement. Mais il faut que ça tourne dans le bon sens. Effectivement. Il faut vraiment que les choses tournent dans le bon sens. Donc, il faut qu'on se départisse des mauvaises habitudes qui ont conduit le pays là où il est et changer nos comportements, réaliser l'importance de prôner des valeurs qui sont en phase avec le développement et la croissance économique du pays. Donc cette transition doit servir à ça. Dans 10 ans, si nous sortons bien de la transition, on peut espérer avoir un Gabon prospère, un Gabon où il est facile de faire les affaires, un Gabon qui est un modèle exceptionnel en Afrique, un Gabon qui libère les talents, qui encourage l'innovation, un Gabon qui respecte les libertés avec son authenticité culturelle. C'est vers ça qu'on doit aller. Mais pour ce faire, il faut cultiver les valeurs de patriotisme, les valeurs de la liberté, de justice et d'équité. D'accord. Alors moi, j'ai une petite partie qui m'intéresse beaucoup. En tant qu'économiste, quelles sont les influences que vous avez eues en termes de
personnage influent, si vous avez un nom, ou un livre même que vous avez pu lire pour conseiller des jeunes comme moi ou d'autres à se pencher là-dessus. Est-ce que vous avez un livre particulier qui vous a marqué ou qui vous marque? Est-ce que vous avez un personnage aussi particulier sur lequel vous appuyez peut-être en termes de valeurs? Alors là, vous me posez une colle. Là, Antoine, vous me posez une colle. Mohamed Ali. Waouh. Mohamed Ali m'a beaucoup marqué, en fait. Mohamed Ali, c'était un jeune garçon, Cassius Clay, avant qu'il ne se convertisse à l'islam. Il va à l'école. Son père lui a offert une superbe bicyclette. Il va à l'école. Et au retour de l'école, vous savez, quand à l'école, il y a toujours d'autres élèves qui sont chauds, qui veulent toujours dominer. Et puis, il lui littéralement casse la gueule et casse sa bicyclette. Wow. Donc, en repartant à la maison, avant d'arriver à la maison, il voit un dojo de boxe. Voilà. Un club de boxe. Un club de boxe. Et il s'arrête. Et puis, il voit le coach qui est là et il lui dit on m'a cassé ma bicyclette. Comment je peux faire pour être fort pour qu'on arrête de me martyriser? Wow. Et c'est comme ça, le coach. Et c'est ainsi que le coach lui a dit toi, tu seras un champion. Et Mohamed Ali, toute la vie de Mohamed Ali, en réalité, c'est même pas la boxe. C'est quelqu'un qui a toujours voulu inspirer les autres dans la volonté de puissance, gagner, rester fort, toujours chercher à atteindre, dépasser ses limites. Wow. Mais la boxe lui a servi, en fait, pour passer son message. C'est le GOAT. Ah oui, le GOAT voilà, de la boxe. C'est the greatest of all times. Et c'est grâce à la boxe, justement, qu'il a passé. Et c'est moi, j'ai suivi ça, en fait. J'ai remarqué qu'en fait, la boxe était facile pour Mohamed Ali. Et sa technique légendaire, le rope doping. Donc, on danse dans les cordes, et puis on fait le jeu de jambes. La boxe était facile. Mais Mohamed Ali allait dans les universités. Il faisait des conférences, puisque c'était une époque où il y avait la ségrégation raciale aux États-Unis. C'était pas facile. Et même sa conversion à l'islam a beaucoup contribué à développer sa personnalité. Quand Mohamed Ali arrive en Afrique pour le grand combat au Zaïre, Ali Boumaï. Voilà. Lui, il ne va pas rester dans son ring, son dojo, s'entraîner. Il s'entraîne dans la rue avec les Africains, il court avec eux. Il les inspire, en fait. Et ça m'a beaucoup touché. Wow. Tout au long de mon parcours. Gabriel Tougou Mohamed Ali. Antoine. Non, mais merci. Alors, en termes de livres, vous avez un livre particulier à conseiller? Un livre? Mon livre d'abord? Oui, effectivement. D'accord. Je conseille la lecture de manière générale. Parce qu'en lisant, on s'épanouit beaucoup plus qu'en regardant la télé ou quand on reste coincé sur les réseaux sociaux. La lecture a un avantage, c'est qu'elle permet à l'esprit lui-même de choisir sa route par rapport aux connaissances qu'on s'injecte. La lecture permet de voyager, donc de développer la conscience et l'esprit de manière générale. Moi, je conseille aux jeunes, surtout aux jeunes aujourd'hui, de lire beaucoup, parce que la lecture est très importante. Et le livre a cet avantage de conserver aussi la connaissance au fil des temps. D'accord. Donc, commencez d'abord par le livre Les Damnés de la Rente. D'accord, on peut le retrouver où? On peut le retrouver à la Maison de la Presse, ici à Libreville, ou bien sur Amazon. Il est disponible sur Amazon. D'accord, il est au prix de 15 000 francs. D'accord. La modique somme de 15 000 francs. Ensuite, c'est simple, c'est pas cher. Ok, merci Monsieur Gabriel Tougou de m'avoir permis de vous interroger aujourd'hui, d'échanger avec vous sur votre livre Les Damnés de la Rente. Pourquoi est-ce que le Gabon ne décolle pas? Cette partie-là m'intéresse beaucoup. Pourquoi est-ce que le Gabon ne décolle pas? Et je suis sûr qu'en lisant ce livre, nous pourrons trouver des solutions adaptées aux problématiques liées aussi pourquoi par l'entrepreneuriat, parce que moi je suis vraiment focus sur l'entrepreneuriat. Je suis réalisateur, mais j'ai essayé de changer un peu la donne, d'utiliser mon métier en tant que vidéaste pour communiquer un peu sur l'entrepreneuriat à ma manière. Donc c'était un parfait honneur et plaisir d'échanger avec vous. Merci beaucoup. Plaisir partagé, merci beaucoup. Antoine. D'accord, passez une bonne journée. Merci.